Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Après 40 ans de règne presque sans partage, le président de la République totalise un bilan peu reluisant. L'économie est à genoux, la finance est à terre, la situation politique du pays est marquée par la violence, le bâillonnement des droits et libertés des citoyens. Le projet de démocratisation a été corrompu et détourné au profit d'un autoritarisme décomplexé, c'est-à-dire un autoritarisme qui n'a pas honte de s'affirmer comme tel. La sécurité du pays est en lambeaux, la crise de Boko Haram, la crise anglophone, l'insécurité domestique c'est la mort, des assassinats, des accidents chaque jour que Dieu a créé, la vie est de plus en plus chère, tout le monde jongle sauf les voleurs de la fortune publique, le climat social est tendu, le tribalisme connaît des scores mirobolants, la déviance a atteint les cotes les plus alarmantes. Quel est le secteur qui marche vraiment bien dans ce pays? Il faut être soit naïf, soit malhonnête pour dire que le bilan du président depuis son arrivée au pouvoir en 1982 est de qualité. Mais la question que nous nous posons ce matin est celle de savoir ce qui n'a pas marché. En guise de réponse, nous avons décidé d'énoncer les 10 péchés capitaux du président Biya depuis son arrivée au pouvoir. Le premier péché est le refus de sortir le Cameroun du néocolonialisme, de l'état néocolonial que lui lègue Ahidjo. Il a non seulement maintenu la dépendance du pays des puissances néocolonialistes qui ont continué à prendre le pays pour un prix carré, une vache à lait où chacun vient puiser sa part. Il a également maintenu un système gouvernant de laquais des maîtres occidentaux. Le deuxième péché est le refus de travailler sur sa légitimité populaire. En langage terre à terre, il n'a pas créé un lien affectif effectif avec son peuple. Il a cru que le fait que le peuple ait peur de lui à cause de la répression, cela veut dire que ce peuple l'aime. Il a cru que le silence imposé par la répression ou les allégeances par peur ou par calcul politique signifiait que le peuple l'aimait. Or, c'est ce lien qui lui aurait permis de compter sur le peuple pour chasser les néocolons, compter sur le peuple en cas de représailles, le genre qu'en cas de représailles, tous les Camerounais allaient dire aux puissances occidentales prédatrices que vous allez tous nous tuer. Ne touchez pas à notre nationaliste. Ne pouvant donc pas compter sur le peuple, il a préféré continuer à faire les affaires des néocolons pour éviter les représailles qu'il allait gérer seul. Le troisième péché est la perpétuation du système néopatrimonial où la chose publique est considérée comme l'affaire du roi qu'il distribue comme il veut et à qui il veut. Le pays et ses ressources sont devenus sa propriété avec ses sous-traitants. Bienvenue la dilapidation des ressources, bienvenue les détournements, bienvenue le favoritisme. Le quatrième péché est le clientélisme. Il a maintenu et entretenu un système d'achat des consciences par de l'argent, des postes administratifs et bien d'autres privilèges. Ce qui a tué la méritocratie. Le clientélisme a créé l'économie des courtisans. Beaucoup ont compris qu'il aime quand on lui chante les louanges. Il aime quand on lui dit qu'il a une belle voix, un beau plumage comme le corbeau. Ce sont en réalité des griots ou alors des renards qui se sont infiltrés comme ça dans le système jusqu'à le prendre en otage. Ce sont eux qui ont achevé le président. C'était fini. Plus de chance qu'il écoute ceux qui avaient la vérité à lui dire. C'est devenu la chorale. Ils ont bien profité de lui. Le cinquième péché est l'état seigneurial. Au lieu de piloter lui-même les principaux secteurs du pays, il a créé un système de petits seigneurs à qui il a quasiment abandonné les pans entiers du pays. Des régions, des départements, des arrondissements dépendent de l'administration et des institutions. Ces seigneurs ont fait le vrai s'assailler, chacun dans son couloir, alors que le président attendait d'eux des résultats, lui-même assis loyalement a tout dit. Le sixième péché est l'impunité. Il a laissé les gens voler à volonté. Il a laissé les gens prendre des libertés folles dans ce pays. Liberté avec les ressources de l'État, liberté avec la vie des citoyens. Le septième péché est l'orgueil qui explique le refus de consensus. Le président a été très réfractaire aux ententes avec ceux qui voyaient le Cameroun autrement. Il les a toujours considérés comme des ennemis. Il a toujours pris le dialogue comme un aveu de faiblesse. C'est lorsqu'il s'est parfois trouvé acculé qu'il a souvent accepté le dialogue, le consensus qu'il prend toujours le soin de réduire en simulacre. Le huitième péché est le pilotage automatique du pays à partir d'une sorte de bunker
un président physiquement loin de ses populations, physiquement loin des projets qu'il initie. Il se déplace peu, il sort peu, il discute peu avec sa population. Il n'écoute que les griots. Le neuvième péché, c'est qu'il ne sort jamais de la logique des campagnes électorales. Tout ce qu'il fait, c'est en termes de séduction politique. Il a toujours généralement fait des choses, non pas pour répondre aux besoins vitaux des populations, mais pour des fins purement électoralistes. Du coup, tout est resté promesse de campagne chez lui. Le 10e et dernier péché est la personnification et la personnalisation du pouvoir. Tout tourne autour de lui et tout doit être fait dans le sens de la préservation perpétuelle de son pouvoir. Voilà, de notre point de vue, les 10 péchés capitaux du président qui sont à l'origine de son bilan peu reluisant en 40 ans de règne. Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Voilà, Aristide Mono qui nous plonge dans les 10 plus gros péchés de M. Biya. Moi, j'en ai extrait 3 qui me parlent personnellement et j'aimerais partager cela avec vous. D'abord, la légitimité, ce lien affectif, se faire voter réellement par le peuple. Eh bien, depuis 92, lorsque M. Biya a eu cette difficulté à se faire élire par la population, eh bien, il a entré au laboratoire et il a décidé d'acheter l'appareil électoral à sa cause. À l'époque, on avait le préfectorat qui administrait les élections, puis a suivi l'ONEL jusqu'à l'avènement du régime électoral conduit par Ileka. Mais tant qu'il a décidé que c'est lui qui devait nommer les autorités de tous ces organes indépendants électoraux-là, il revient clair qu'ils seront toujours acquis à sa sorte et donc difficile de voir l'avènement d'une troisième république. C'est ce qui peut expliquer la grande abstention des Camerounais sur les listes électoraux alors que nous sommes en train de franchir les délais du 31 août 2023 qui marque la date de fermeture sur les listes électoraux. On peut remarquer que chaque année, on tourne autour de 7 millions, qui est un chiffre déjà établi dans les machines de l'ECAM pour pouvoir infioder les résultats d'une probable élection, quel que soit le temps que cette élection-là peut intervenir, qu'elle intervient en 2025, comme on l'espère selon le calendrier électoral, ou bien avant, selon les prérogatives du chef de l'État. Il est clair que la légitimité de tous les élus locaux et nationaux seront toujours remises en cause, parce que la légitimité est quelque chose de moins partagé dans l'ère du renouveau, c'est quelque chose de peu certain avec le gouvernement Biya. Deuxième chose qui me semble très importante, c'est bien la seigneurie. Pour mieux réussir en tant que prince central, il a décentralisé son pouvoir. D'abord, à travers la tribalisation, il s'est rassuré que dans son régime, les ministères clés reviennent à des ressortissants d'un aire géographique spécifique. Cela conforte certains tribus à avoir certains pouvoirs et se disent, quel que soit le renouvellement du bureau des ministres, eh bien, ce poste-là doit revenir. Il aurait fallu jusqu'à l'avènement de la crise anglophone pour que certains ministères clés reviennent aux anglophones dans ce pays. Même si le poste de Premier ministre est d'office depuis Belle Aurore, toujours revenu aux anglophones, il faut reconnaître pour le ministère de l'administration territoriale, ministère de l'éducation, ces deux ministères qui se sont vus attribuer la charge à un anglophone et c'était quelque chose qu'on n'avait pas connu jusqu'en 2018 ou alors 2018-2019. Avant cela, 2017, je pense, le renouvellement de bureau qui a eu lieu avant cela. Et puis, toujours dans cette seigneurie-là, on retrouve au niveau local, il en a donné les super forces aux sous-préfets, aux préfets, aux gouverneurs, à travers le budget d'investissement public, qui est une sorte de fonds alloué à ces administrateurs-là qui gouvernent de main de fer sur la population et les lois qui sont acquises à sa sorte, eh bien, ces petits rois-là dans ces localités, si tu fais obstruction à l'État, eh bien, elles vont te broyer, elles vont utiliser, si tu es un entrepreneur, ils vont utiliser des taxes pour t'affaiblir. Si tu travailles pour l'État, eh bien, ils vont freeze ton account, hein, ils vont geler tes comptes et puis te rendre la vie extrêmement difficile. Vous avez connu le cas du MRC, qu'elle a lancé un appel de mobilisation de fonds pour la rentrée scolaire pour les détenus dans les geôles de l'État et
malheureusement, ces comptes mobile, c'est-à-dire ces comptes mobiles, ne sont pas toujours disponibles, bloqués depuis l'époque où le professeur Maurice Kamto avait fait appel à la solidarité comme réponse d'intervention à la propagation de Covid-19. Eh bien, le gouvernement s'était mêlé et a dit Maurice Kamto n'avait pas ce droit-là. Il pourra gérer ses comptes. Depuis cette époque-là, et l'argent qui était dans le compte et le compte elle-même n'a toujours pas été rétrocédé aux ayants droit, c'est-à-dire le MRC. Donc, voilà, dans un état où il y a des petits seigneurs qu'il faut automatiquement les obéir pour pouvoir avoir un espoir d'être en sécurité. Et troisième, qui me semble un peu très important, c'est l'impunité. Voilà, l'impunité, c'est-à-dire on observe les dérives de ces administrateurs-là, mais puisqu'on est dans une logique de seigneurie, eh bien, on les laisse continuer, même lorsque le peuple en a marre. Le seul fait que le peuple ne peut pas se révolter, les lois ont été mises de façon qu'à chaque mouvement, le peuple se sent toujours contraint. Eh bien, cet état d'impunité-là a vu la corruption s'accroître, passer d'un simple gangrène à un cancer généralisé. C'est tout le pays qui est paralysé. Les autorités sont pratiquement comme des comédiens. Ils disent des choses le matin, à midi, n'y pensent plus, et le soir, sont totalement à l'opposé de ce qui se sont prescrits. C'est l'éducation qui ne fait plus mouche à oreille, parce qu'à l'époque, tenez par exemple les résultats des bacs de probatoire de BPC, lorsque ça sortait, c'est pratiquement tout le pays qui était paralysé, parce que les gens croyaient au succès à cette époque-là. Aujourd'hui, on n'y croit plus. On croit plutôt beaucoup plus à des raccourcis, parce que la punité, on passe le temps à punir les gens qui sont en train de revendiquer leurs droits au lieu de punir les fautifs. Donc voilà comment j'ai pu analyser en 3 grandes lignes ces 10 péchés de Dr Aristide Mono sur l'Herbia. Donnez-nous en commentaire ce que vous pensez de ces 10 péchés de l'Herbia, et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun, ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.